Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Actu en 7. Votre émission Actu en 7 donc, qui, chaque semaine, dissèque ou analyse les faits séants et a marqué l'actualité de la semaine. Pour ce numéro, donc, nous allons nous pencher sur les derniers développements, les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la propagation du virus. Comme vous le savez, le Sénégal était en état d'urgence et de siège depuis donc quelques jours. Mais suite donc à la promulgation de la loi votée donc par l'Assemblée nationale et promulguée ce mardi par le chef d'État, le Sénégal est passé donc on a annulé maintenant le couvre-feu, on a mis fin donc pas au couvre-feu mais à l'état d'urgence et de siège. Malgré tout, le couvre-feu continue, mais sous le régime donc sous un troisième régime, appelé donc un régime qui étale désormais donc les prérogatives à l'état d'urgence sanitaire et de catastrophes naturelles. Alors, ce qui donne, selon certains, beaucoup plus de pouvoir au chef de l'État. D'ailleurs, certains puristes, ou pour ne pas dire certains de l'opposition, estiment que l'Assemblée nationale s'est tout simplement couchée pour donner toutes ses prérogatives au chef d'État. Alors, dans le feu de l'action, donc, il y a beaucoup d'autres mesures qui ont été prises avec le maintien du couvre-feu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais aussi, donc, le chef de l'État, en tout cas le Sénégal, est en train de s'activer pour procéder ou passer à une campagne de sensibilisation pour le vaccin, ce vaccin donc qui en tout cas n'emballe pas beaucoup de Sénégalais, on ne sait pas pourquoi. Et si le temps nous le permet, nous allons parler du 46e président des États-Unis, Joe Biden, donc qui vient d'être installé il y a quelques jours, qui met fin donc à une élection assez tumultueuse avec le fameux Donald Trump. Pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de monsieur Lancé Pape Modisso. Il est journaliste, consultant, il est le président du réseau des journalistes en hydrocarbures. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir Cheikh Mamadou Dieng. Il est le président du mouvement Elexibir, du parti Elexibir. Voilà. Raham, monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors je commence par vous, monsieur Sow. Vous l'avez suivi, hein, il y a la loi donc portant sur l'état d'urgence et de siège. En tout cas, on a mis fin à cette loi-là. Et là, on entre dans un troisième régime. Alors qu'est-ce qui change concrètement pour les Sénégalais? Parce que beaucoup ne semblent pas comprendre les nuances entre les deux. Bien, vous savez, c'est pas une nouvelle affaire. L'histoire du Sénégal, d'abord, avant de commencer, permettez-moi, Georges, vraiment, quand je suis là, d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de Sidi Lamine, qui à des moments pareils se faisait distinguer, se mettant du côté du peuple sénégalais et pour défendre les intérêts de la nation. Je voudrais également rendre un hommage solennel à Abdoulaye Diaw Chimère, un ancien maire de Saint-Louis, décédé, et également à Atoumane Diagne, qui est emporté par la Covid-19. C'est dire que le Sénégal a atteint un seuil critique avec la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a depuis longtemps sonné une situation d'urgence mondiale. Du fait que la pandémie ignorait les frontières. Le virus n'a pas besoin de passeport ni de visa pour voyager à travers les pays et faire des ravages. Nous sommes dans une situation de guerre virale, avec le caractère mutatif du virus, avec des variants en n'en plus finir, qui compliquent la situation de la vaccination dans plusieurs pays. Alors, dans cette situation, un chef d'État constitutionnellement a la responsabilité de protéger ses citoyens. Si on s'en réfère à l'histoire de l'état d'urgence, je disais tantôt qu'au lendemain de l'indépendance avec la Fédération du Mali, nous avons connu une situation similaire. 62 avec les événements de Mamadou Dia Senghor, 1968 avec mes chers amis, j'en ai un devant moi, qui est mon co-débatteur, on était dans la rue en tant que dirigeant du mouvement élèves et étudiants. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis de l'époque qui ont souffert, enduré. En 1988 également, tension politique
au Sénégal, état d'urgence, couvre-feu. 93, au lendemain des élections, couvre-feu, parce que ça chauffait. Nous avons connu aussi en 1989, avec les événements de la Mauritanie, une situation pareille, parce que de part et d'autre des deux pays, si on n'avait pas pris ces mesures, ça aurait été la catastrophe. Aujourd'hui, le caractère viral de cette guerre déclarée à l'échelle de l'humanité, si les États ne prennent pas leurs responsabilités, nous allons tout droit vers la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait dans une situation de non-assistance à l'humanité en danger. C'est pourquoi, après les premières mesures qui ont donné des résultats assez mitigés, parce que les Sénégalais ont baissé les bras à la suite des déclarations que nous avons reçues de l'extérieur, nous félicitant le Sénégal à développer une résilience sanitaire qui lui vaut des félicitations de la communauté internationale. Nous avons baissé les bras et nous nous sommes comportés comme si le bon Dieu était de nationalité sénégalaise. Les gens se sont dit ça n'arrivera qu'aux autres parce que le bon Dieu est là avec nous. Eh bien, la situation est telle que il fallait passer un autre régime parce que vous avez suivi avec moi ce qui s'est passé au sein du Parlement. Des députés qui étaient infectés et ça pouvait on pouvait avoir un scénario catastrophique où l'Assemblée serait dans une situation de ne pas pouvoir légiférer. Alors, pour prévenir de telles situations, on dit que gouverner, c'est prévoir. Il fallait prendre ce régime-là en intégrant les catastrophes naturelles et tout ce qui Et sanitaire. Et sanitaire. Voilà donc qui explique, et moi je trouve que le gouvernement aurait dû faire preuve de plus de fermeté dans l'application de la loi, tout en étant souple, parce que vous savez, on ne légifère pas que de manière circonstancielle. Il faut tenir compte de d'autres paramètres, parce que le secteur informel est dans des difficultés. Nous avons connu une situation économique avec une croissance de 7,7. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où on a moins de 1% de taux de croissance. Le secteur informel est à terre. Beaucoup d'entreprises de la place ont des difficultés. Je dis qu'il faut accompagner également ce secteur, le secteur industriel. En faisant quoi? Premièrement, en décrétant une amnistie fiscale. Je parle sur le contrôle de mon ami qui est en face, parce que pour permettre aux entreprises de retrouver du souffle pour l'année 2020 et prendre des mesures d'accompagnement pour encadrer le secteur informel. L'un dans l'autre, nous sommes dans une situation qui appelle de la part de chacun de prendre ses responsabilités pour protéger l'autre. Alors, M. Dieng, ce nouveau régime, le troisième après celui du couvre-feu et l'état d'urgence, on passe à un régime qui étale maintenant ses prérogatives aux catastrophes naturelles et sanitaires. Là, nous sommes dans le cadre d'une catastrophe sanitaire. Mais d'aucuns estiment que l'Assemblée nationale a presque donné tous ses pouvoirs maintenant au chef d'État qui peut disposer, selon sa volonté. Bon, je vous remercie, Georges. Je m'associe évidemment aux condoléances que M. Modisso vient de présenter. Et ces souvenirs profonds que nous avons pour notre regretté directeur général Sidi Lamine Niasse, qui a toujours quand même permis à l'opposition, en tout cas les sans voix, comme on dit, d'avoir une voix. Donc c'est vraiment le moment d'avoir une pensée pour lui. Je présente aussi mes condoléances à la communauté mouride à laquelle j'appartiens pour le décès de Atou Diagne, que j'ai connu, un personnage qui est très bien, qui a beaucoup de qualités. Donc je souhaite pour tous ces disparus que Dieu leur accorde son pardon. S'agissant maintenant de la question de l'heure, état d'urgence, état de siège, état d'urgence sanitaire maintenant, je crois qu'on risque de finir le dictionnaire sans qu'on ne comprenne pas grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que les Sénégalais sont fatigués, comme disait quelqu'un. Le Parlement a une attitude que beaucoup de gens ont critiquée, beaucoup de parlementaires ont estimé que
cette façon de donner un chèque en blanc à l'exécutif n'était pas tout à fait le rôle qui était souhaitable. Le Parlement, surtout en l'absence d'un Premier ministre, est quasiment le dernier rempart par rapport à l'exécutif. Donc il fallait avoir une position de veille, peut-être faciliter le travail à l'exécutif chaque fois qu'ils ont besoin d'un arsenal législatif pour, disons, gérer cette situation, pour leur faciliter la tâche. Ils ne sont pas là pour leur compliquer la vie, puisque c'est une question de survie nationale. Mais cette forme de diéboulou, comme disait l'autre, est quand même critiquable à bien des égards. Bon, en tout état de cause, les choses sont là, la loi elle est votée. L'État gère malgré tout la situation de façon quand même assez bancale, parce que moi je ne comprends pas qu'on fasse un couvre-feu à partir de 18h. À 21h. 21h. À partir de 21h, mais que pendant toute la journée, on n'est pas capable de surveiller les Sénégalais pour qu'ils mettent leur masque. Ça quand même, moi j'ai du mal à comprendre cela. L'autre mesure, c'est les marchés on est en train d'arrêter à 17h. Bon, les gens ruent dans les bus, des bus bondés, personne ne met de masque. Pas un policier pour ne serait-ce que faire même de la dissuasion, arrêter le car en disant, bon, messieurs, mettez vos masques, parce qu'ils le disent, les gens vont le faire. Mais comme l'a dit ce matin, j'ai écouté le journal parler de Walfadjri, quelqu'un dit que nous, on est dans le bus bondé. Et on ne voit aucun policier qui même arrête le car ou même tente de faire de la dissuasion. Voilà, donc c'est cette situation bizarre que nous sommes en train de vivre avec les gestions de la pandémie. Oui, mais ce troisième régime-là, le troisième régime, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est pour permettre peut-être à l'exécutif de parer au plus pressé et ne pas toujours avoir à retourner à l'Assemblée nationale, ce qui prendrait du temps, parce que là, on est dans le cadre d'une urgence sanitaire. Oui, on est d'accord, mais c'est qu'en fait, les gens ne font rien. C'est-à-dire, si on arrête les marchés à 17h et qu'on nettoie, on stérilise, voilà, ça au moins ça a un sens. Mais le fait que les gens quittent à 15h, sont confinés ou en tout cas sont comme des boîtes à sardines dans des bus, dans des trucs de transport en commun, rentrent chez eux, le marché il est fermé en l'état, rien n'est désinfecté, rien n'est nettoyé. Ça aussi, ça veut dire quoi? Moi, j'habite les HLM, je suis pas loin de Koloban, j'y vais très souvent, pas plus tard que ce matin. Personne ne met de masque pendant toute la journée. Et comme a dit quelqu'un également, un des gens interviewés, il dit, mais vous semblez dire que la nuit, bon, pour que les gens... Vous semblez dire que le couvre-feu n'est pas une mesure très efficace. Mais ce n'est pas du tout efficace, c'est quasiment un non-sens. Si dans la journée, moi je pense que les Sénégalais quand même, bon, peut-être, ils sont conscients quand même que cette histoire-là doit être Aïtchahan. Parce qu'on voit ceux qui sont morts. Dans nos familles, il y a souvent des cas. Bon, on est au même débattre, on aime contester, mais dans la réalité des choses, les gens savent que quand même cette histoire-là, c'est une réalité. Alors, si dans des points importants, comme marché Sandaga, comme marché HLM, comme marché Koloban et autres, Kassor, qu'on puisse qu'il y avait des checkpoints, au moins qu'ils font de la dissuasion. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire le couvre-feu pour moi, c'est la solution ultime. C'est le dernier recours. Parce qu'on est dans un pays largement dominé par l'informel, comme l'a dit Modi Sow. Les gens, ils se décarcassent dans la journée pour avoir de quoi manger. Donc moi, à mon avis, je pense qu'on doit faire les aménagements. La distanciation sociale, c'est encore un peu plus compliqué à régler. Mais le port du masque quand même. Que la police, la gendarmerie, les forces en tout cas de sécurité, puissent au moins qu'on les voit dans les carrefours, arrêter des cars, veiller à ce que les gens portent les masques. D'abord faire ça. Maintenant, si les statistiques ne baissent pas, on passe à la vitesse supérieure. On fait le couvre-feu de 21h, comme tu dis, à 6h du matin. Si les chiffres ne baissent pas, on ferme tous les marchés à partir de 17h, mais en nettoyant et en désinfectant. Ce qui n'est pas fait. Vous pouvez aller à Koloban à 17h, vérifier. Tu ne vois pas l'ombre
d'un agent de service d'hygiène en train de traiter le marché. Ça n'existe pas. Donc, moi, cette contradiction, c'est-à-dire on va vers des choses très compliquées en laissant les choses les plus simples. Ce qui fait que les gens sont déroutés. Les gens, à la longue, ils disent que ça, c'est du tchakhan. Donc, de prime abord, oui. moi, ce que je dis, Modi a parlé tout à l'heure de fermeté. Peut-être il va me dire dans quel sens il le dit, mais moi, à mon avis, il faudrait peut-être gérer cette situation avec beaucoup plus de souplesse. Parce qu'il y a ce côté de la majorité des Sénégalais qui sont des gourgourlous, comme disait l'autre dans l'informel. La dépense quotidienne, elle se règle dans la journée. Donc si le confinement est un peu trop strict, ça risque de poser des problèmes. On a vu dans des pays organisés, moi je sais souvent le cas de l'Allemagne, les Allemands sont connus pour des gens disciplinés. Les Allemands sont réveillés un beau matin, ils ont failli brûler le pays, ils disent nous on ne porte plus de masque, on n'y croit plus. Donc il y a la psychologie des groupes. Il y a comment on peut gérer les gens. Il faut faire preuve, à mon avis, de souplesse, de pédagogie et peut-être de conseil et de contrôle. Je ne dis pas de répression, je ne dis pas de fermeté, mais qu'il y ait un agent qui dit monsieur, mettez le masque. C'est un geste très simple mais qui peut être efficace. Donc, moi, c'est ce que je... Est-ce que là, on peut en arriver à un confinement comme certains le suggèrent? Je voulais d'ailleurs revenir, parce qu'il a abordé le cas de l'Allemagne, que j'ai suivi de très près. J'ai fait mes humanités également en Allemagne. Je dois dire que aussi bien en Allemagne qu'en Italie, etc., il y a eu beaucoup de cas de suicide à cause du confinement. Et nous avons, pédagogiquement, de manière pédagogique, nous avons essayé le confinement. Nous avons confiné des gens d'une région à une autre, pour éviter et pour leur apprendre que ça, si on va... Ça, c'est lors de la première vague. Oui, si on va dans une phase supérieure, si on est devant une seconde vague, ça peut être compliqué de revivre le confinement. Ça, c'était pédagogique de la part de l'État. Une démarche pédagogique pour dissuader les gens. Malgré tout, vous constatez avec moi qu'il y a eu un relâchement. Bien sûr. Sur les gestes barrières. Ouais. Les bus ne sont pas nettoyés, et les gens s'engouffrent comme ça dans les bus non nettoyés. Il y a, le contrôle à certaines heures est très difficile. Et dans les marchés, il y a eu un effort avec les gouverneurs que je salue au passage et les préfets pour obliger les gens à nettoyer les week-ends. Mais c'est insuffisant. Ils ont cessé de le faire. C'est insuffisant. En tout état de cause, nous avons expérimenté différentes formes pour faire comprendre aux Sénégalais que c'est un danger. Maintenant que il ne s'agit pas d'une pandémie, il s'agit d'une endémie. Parce qu'elle reste maintenant, c'est les cas communautaires, quand on m'en parle, je dis mais est-ce que les gens ils comprennent de quoi ils parlent? Aujourd'hui, c'est une endémie. Et cette endémie persiste. Il faut prendre des mesures très sévères. À mon avis, les gendarmes, les policiers, eux-mêmes, à un certain moment donné, avaient baissé les bras. Tu voyais dans la rue des gendarmes, des policiers qui ne portaient pas le masque. Et le port de masque était décisif à leur niveau. Pour que, s'ils passent au niveau du contrôle, que les gens sachent qu'eux-mêmes, ils ont donné déjà le masque, oui, bien sûr. Oui. Alors, il s'y ajoute que la gravité et l'ampleur des décès qui touchent toutes les régions du Sénégal. Les chiffres qu'on donne ne reflètent pas exactement la situation de décès. Non, mais ça, les hôpitaux sont débordés. Les morgues sont remplies de cadavres. On a dénombré, et c'est des statistiques officielles, au niveau de Grand Yoff, de Yoff, les cimetières de Yoff, de Pikine, rien que pour l'année 2020, il y a eu de part et d'autre 3000 décès. C'est du jamais vu. Bon. Tout va en ce moment, malgré tout ce qu'on a dit avant, mais c'est des rangées de morts tous les jours. Alors, le cas de Atou vient de confirmer également ce qui se passe réellement. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, je le dis une fois de plus, avec fermeté,
avec l'implication des forces de l'ordre, de manière pédagogique, en convainquant les enseignants, les infirmiers de brousse, les fonctionnaires qui sont à quelque niveau qui se situent au niveau du pays, les journalistes que nous sommes, eh bien, pour porter le plaidoyer national de conscientisation de nos populations, nous allons tout droit vers un suicide collectif. Voilà, je crois que c'est... Oui, allez-y. Non, par rapport aux chiffres, quand même, on a 423 morts jusqu'à même. Non, mais je parle non, on a dépassé les 500. Non, bon, 500 encore. Les chiffres officiels. Officiellement. 500. Mais quand je te parle de ce qui s'est passé dans les 2 années, dans les cimetières de Yoff et de Tuc, ça c'est des chiffres non, la situation, elle est ça grave. n'a jamais existé. La situation, elle est grave, elle est sérieuse, mais elle est encore maîtrisable, à mon avis. Moi, d'après les chiffres que j'ai vérifié avant de venir, on tourne de 420 et quelques morts. Non, on a dépassé ça. Non, on a dépassé les 400. On a franchi la barre des 500 actuellement. Non, 500, il y a à 100 morts près, on ne va pas perdre du temps sur quand même. Toute vie a eu son importance, mais je veux dire, en tout cas, les sources peut-être sont différentes, mais je dis, on a une situation sérieuse, mais on a une situation gérable. Si on réagit encore à temps. Devant un pays comme les États-Unis, 400 000 morts. Bon, rapport population, nombre de décès, c'est encore un autre débat, mais les décès, c'est énorme. C'est même devenu une question d'État, de régime. L'Afrique du Sud, le Maroc, le Brésil, n'en parlons pas. Donc, on a une situation, à mon avis, si on encore fait des efforts, comme on vient commencer par les choses les plus simples déjà, pour voir ce que ça va donner. Et moi, je suis certain que ça peut donner des résultats. Les cas communautaires dont vous parlez sont réels. Ça, c'est quand même des médecins, des gens, des statisticiens qui ont été formés pour ça, qui me parlent de cas communautaires. Moi, je ne peux pas les contester. Par contre, je peux discuter de l'origine des cas communautaires. Moi, j'habite Colobane. Quand je vois, à 6 h du matin, quand je vais faire mon sport, quand je vois des cars Ndiaga Ndiaye qui débarquent chacun une trentaine et une quarantaine de talibés à Colobane, qui vont faire le parcours de la ville de Denis Yelwan, pour moi, les cas communautaires, ça doit commencer d'abord par ça. Il faut qu'on arrête la mendicité des enfants. D'abord, ce n'est pas acceptable moralement. Ce qui se passe au Sénégal avec les talibés, ça n'existe qu'au Sénégal. Vous ne le verrez ni au Maroc, en Mauritanie, il n'y en a pas. En Arabie Saoudite, il n'y en a pas. Même en Afghanistan. Pourtant, ils ont des talibés. On appelle ça talib en arabe, c'est le terme. Mais ces gosses qui ont 3-4 ans, qu'on déverse à Colobane à 5 h du matin, 5 h 30 du matin, qui parcourent toute la ville de Dakar, dans cette situation de pandémie qu'on ne règle pas, il est tout à fait normal qu'on ait des cas communautaires. Donc moi je dis, on a une situation, mais on n'a pas tout fait véritablement pour stopper la progression de la maladie. On ne nettoie pas assez. Je donne l'exemple de ma fille qui est à l'école primaire, au lycée. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu mets le masque? Oui, je mets le masque. Comment ça se passe à l'école? Il dit oui, quand on arrive, il y a quelqu'un qui nous dit il faut mettre le masque. Et qui prend le thermoflash. Ok, vous rentrez en classe. Bon. Si vous sortez pour aller prendre vos goûters, parce que tout le monde sait que les gosses ils descendent à 16 h, 17 h, il faut qu'ils prennent le goûter. Est-ce que vous vous lavez les mains? Il me dit non. Je dis adepte, il faut que tu te laves les mains toi aussi. 2 jours après, elle revient, je lui demande qu'est-ce que tu fais? Elle m'a expliqué, je dis est-ce que tu te laves les mains? Elle me dit oui. Comment où est-ce que tu trouves du savon? Il me dit il n'y a pas de savon. Donc tu te laves les mains sans savon. Mais voilà des exemples qui existent dans les écoles. Ça c'est une entorse au protocole sanitaire qui est exigé dans toutes les écoles. Voilà, ce protocole-là n'est pas respecté. Donc quand les gens salament, je me dis mais on parle de quoi? Les instituteurs ont dénoncé tous les moyens qu'ils ont. Ils ont dit que la moitié du budget du Sénégal va dans l'éducation. Hier, le QSEM ça a fait une sortie pour dénoncer ce protocole sanitaire qui n'est pas respecté dans certains établissements. Et maintenant, on va essayer de confiner le cauchemar du confinement. Attention au confinement. Les Sénégalais ne sont pas prêts au confinement. Je sais que nos amis là, il y a des faucons, machin, quand tu dis, ils disent, oui, tu es contre l'opposant, machin, mais on vous dit une réalité. Les Sénégalais ne sont pas prêts à subir actuellement un confinement. Essayons les choses les plus simples. Port du masque, se laver les mains
nettoyer les places publiques, désinfecter, donner les moyens au service national d'hygiène et les motiver surtout. Parce que eux, c'est les premiers quand il y a un cas de coronavirus. Mais en termes de motivation, tout le monde sait qu'ils ne sont pas du tout motivés. C'est là où je dis, ensuite, assainir le business de la Covid-19. Tout le monde sait que des gens se sont enrichis sur le machin, ces histoires d'arrêt, machin. Moi, on m'a donné un kit alimentaire. Ça coûte cher, machin. Moi, pour te dire que ces gens-là, tu te demandes, est-ce qu'ils savent travailler? Alors que tu vois quelqu'un qui ne peut même pas assurer son petit déjeuner, qui n'a pas vu l'ombre d'un grain de riz. Un médecin a dénoncé les tenues pour traiter, manipuler les malades. Sont atteints les malades. Sont trafiqués par des enfants, des gens du régime. C'est un médecin qui l'a dit à la télévision publique. On n'a jamais eu de réponse. C'est combien ça coûte combien? Ça coûte 1 million de francs. Un médecin l'a dit à la télévision. On n'a jamais éclairci les Sénégalais par rapport à ces questions-là. Mais c'est ça qui amène les gens à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas un business? D'accord. Alors M. Sow, vrai, il y a ce nouveau régime-là et tout, mais est-ce que le président de la République aussi est en train de réfléchir sur la stratégie de mise en œuvre du vaccin? Est-ce que le vaccin, selon vous, peut être la solution à ce problème-là? Bon, en évacuant du reste, parce que nous sommes des hommes politiques, des faiseurs d'opinion. Si nous arrivons à convaincre par notre message nos concitoyens, il faut toujours se mettre dans la posture du chef de l'État. Quand on est chef de parti, dans ces situations-là, je dis que le virus ne connaît pas d'opposition ni de pouvoir. Donc, il faut un consensus. Dans le protocole linguistique qu'on sert, c'est-à-dire le langage qu'on donne, qu'on sert pour avertir nos concitoyens, pour les sensibiliser davantage. Oui, il y aurait naturellement une campagne de sensibilisation. Maintenant, je viendrai sur la vaccination. C'est simplement pour me mettre en musique avec mon ami sur cette question-là. Parce que tous les deux, nous sommes des chefs de parti. Je salue au passage mon ami Athie Farez, qui est le président du PEP, du Parti de l'Espoir et du Progrès. Mais mettons-nous dans les habits d'hommes d'État pour nous adresser à nos concitoyens et leur faire comprendre que ce phénomène n'est pas propre au Sénégal. C'est un phénomène mondial. Ils suivent à travers la radio et la télévision tous les jours ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Chine, et même l'origine du virus. Ils semblent comprendre d'où ça vient, comment ça a échappé au laboratoire de Wuhan et les dégâts que cela cause sur le plan international. Aucun État n'est à l'abri aujourd'hui d'un hécatombe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter tout d'abord les gestes barrières, c'est ce qu'il y a de plus simple. Prendre des mesures d'hygiène à tous les échelons. Les protocoles sanitaires au niveau des écoles, des établissements publics, partout doivent être respectés rigoureusement, et ceux qui sont chargés de veiller au contrôle rigoureux, ce sont tout d'abord les forces de l'ordre à qui nous avons délégué de nous assurer la protection, notre protection. Et nous leur rendons un grand hommage à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le vaccin, devant une situation où des protocoles sont validés, aussi bien en Russie, en Chine, etc., pour vacciner les couches les plus vulnérables. Ils sont les plus exposés, ce sont les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, le corps médical, l'armée. Tout à fait. Oui, ça c'est les cibles prioritaires. Prioritaires. Oui. En même temps, pour protéger, parce qu'ils sont aux avant-postes. Ensuite, on a constaté de plus en plus que le variant, les experts disent aussi que ce variant n'a pas tellement changé au Sénégal, mais le variant touche de plus en plus les jeunes. Donc,
toutes les couches sont ciblées, sont dans une situation de vulnérabilité telle que si on ne prend pas les mesures de sensibilisation pour préparer les populations à une vaccination massive, mais sur la base d'un protocole validé par nos experts, tout d'abord. Et donc la responsabilité du chef de l'État, du gouvernement est engagée, mais avant tout, la responsabilité de nos experts. Alors, le vaccin est-il véritablement, comme je l'ai dit demandé à M. Sow, est-ce que c'est vraiment la solution à cette pandémie-là? Pour l'instant, oui. Ouais. Vous savez, comme il l'a dit, c'est une maladie inconnue qui vient du pangolin. Il semble que le pangolin est mal cuit, comme les Chinois, ils mangent tout ce qui bouge. Bon, finalement, c'est passé à l'homme. Bon, au début, ils ont voulu cacher en pensant, etc. Bon, finalement, c'est devenu une pandémie mondiale. Et le virus est en train de muter. Il y a maintenant le virus anglais, le virus sud-africain, le virus, etc. etc. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut pour convaincre les Sénégalais? Parce que là, dans l'homme de la rue, considère que oui, il n'est pas question, certains vous diront tout de suite, non, il n'est pas question de me faire vacciner. Oui, alors qu'est-ce qu'il faudrait donc pour convaitre ces gens-là à accepter que la solution passe par le vaccin? Notre souvent référence, malheureusement, on n'a rien de national dans notre pays. C'est pourquoi il est peut-être bon de citer, parce que quand on le fait, on est crédible. Au début, les Français disaient ça. Maintenant, ils sont presque 60% d'opinion favorable au vaccin. Il n'y a pas d'alternative en dehors des mesures barrières. Port du masque, distanciation sociale, le gel. En dehors de ça, si tu as une fièvre, tu prends de la nivaquinine, je pense, le fameux débat qu'il y a. Bon, à part ça, médecin, t'en es où il est. Et il y en a qui ont l'honnêteté de te le dire. Deuxièmement, la gestion dans ce pays est tellement approximative que les gens aussi, forcément, ils n'y croient pas beaucoup. Au départ, même dans les boulangeries, on avait interdit les gens de mettre le pain là dans des pousse-pousse, le pain qu'on mettait dans les kiosques. Les Sénégalais ont commencé à porter des masques, à faire la queue. Non, on était devenu, j'ai dit à quelqu'un, la queue. Les Sénégalais commencent à avoir de très bonnes habitudes avec cette pandémie. Cette pandémie, quelque part, il y a un côté où ça avait aidé les Sénégalais à avoir une vie, j'allais dire, normale. Les choses qui se faisaient plus. Mais brusquement, il y a eu ce grand relâchement. C'est comme il l'a dit, on est un peuple béni de Dieu, bon, etc. Ça n'arrive qu'aux autres, ça ne nous arrive pas. Bon, brusquement, on voit que maintenant on est à 200, 250, aujourd'hui on a 300 cas. Ah, gagner a fait beaucoup de tchakha. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mon raisonnement, il est simple. J'ai dit, avec tout ce que Joe Biden a fait pour être président des États-Unis, il n'est même pas encore assis sur le fauteuil. Il s'est vacciné. Donc ce type-là, il n'a pas envie de mourir. La reine d'Angleterre, chef de l'église anglicane, avec son mari, a accepté de se vacciner. Macron, c'est pas Mamoudou Diallo qui a mangé son tchèbou kétiara à midi là, qui va venir faire la fine bouche par rapport à ces... Non, c'est un débat de tout le temps. Même pas pour la COVID-19, mais pour la polio, pour les choses qu'on pensait être passées dans les habitudes, il y a des gens encore qui développent résistance. Il y a des gens, même pour la polio, ils ne se vaccinent pas. Ils pensent que s'ils le font à leur fille, l'enfant n'aura pas d'enfant, n'enfantera pas. Ça, c'est des résistances qui ont toujours existé et continuent à exister. Cette maladie est une maladie inconnue. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est en face d'une maladie inconnue. On a eu quand même la grippe espagnole qui a fait des dégâts. On a eu Ebola, on a eu le sida. Donc l'humanité s'est toujours confrontée à des virus méconnus, non maîtrisés. Et on a su faire face. La différence, il y a mon ami, bon, je ne dirai pas son nom, parce que c'est mon ami, mais les gens sauront de qui je parle, qui est un médecin vraiment très professionnel, qui est souvent dans les plateaux. Il fait qu'il a dit, je n'ai jamais vu un vaccin mis sur pied en une année. Donc moi, je ne me vaccine pas. Mais je lui dis, attends, on n'a jamais vu aussi autant d'argent mis dans la recherche pour trouver un vaccin. C'est toute la différence. Maintenant, on a confiance à la science, on n'a pas confiance à la science. L'Union africaine qui mettra 270 milliards. Mais oui, non, mais les États-Unis, encore ça c'est rien, les Africains là, ils ont quoi là? Mais prends un pays comme les États-Unis, prends un pays comme la Russie, prends un pays comme d'autres pays, l'Union européenne. Il y a on n'a jamais autant mis d'argent pour la recherche
d'un vaccin, d'un médecin. C'est peut-être ce qui explique que disons, la cadence a été un peu accélérée. Donc, pour dire, moi j'y crois. Ce Sénégal-là, c'est les médecins-là qui nous ont dit que oui, il faut se vacciner. C'est des Seck, c'est des Ndiaye, c'est des Diop, c'est des gens que tu vois dans les mosquées, qui veulent aller au paradis comme toi. Moi, je pense qu'il va y avoir un préjugé favorable. Ils ont leur conscience, ils savent qu'ils vont répondre de ça. Le jour de jugement dernier, ça existe. Ils savent que ça existe, c'est pas de la blague. Si je me dis de me vacciner, moi je me vaccine. Est-ce que, M. Sow, est-ce qu'on peut en arriver à rendre ce vaccin obligatoire au Sénégal? D'abord, comme ils viennent de le dire, moi je suis prêt à être parmi les premiers à être vaccinés, parce que j'ai 69 ans. Et je fais partie de la couche. Tu fais tant dans ton âge, hein? Ouais. Je t'aurais donné beaucoup moins. Voilà, merci beaucoup. Et c'est comme vous aussi. D'accord. Merci. Alors, vous ferez certainement partie des premiers, il n'y a pas de problème. Des premiers, parce que... Vous n'allez pas vous bousculer de toute façon devant les médecins. On ne sera pas très nombreux au début. Alors, à moins que ce vaccin soit rendu obligatoire, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Non, rendu obligatoire, vous voyez, il y a un débat là-dessus. Mais nous préférons y aller en conscientisant les gens. Avec une grosse sensibilisation, campagne de sensibilisation. Une grande campagne de sensibilisation, comme le recommande d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez que vous avez parlé du virus Ebola, ça aussi, ça a fait l'objet d'une très grande campagne. Vous avez le cas de choléra en Angola, dans la région du Rif. Vous avez la fièvre jaune, qui également tue le paludisme, etc. Nous avons été obligés de sensibiliser, de conscientiser les gens. Avec le programme de vaccination élargi également, c'était une grande campagne de sensibilisation. Jamais l'humanité n'a été placée aussi brusquement devant ses responsabilités où le choix est limité. Vous acceptez de vous faire vacciner et vous protégez les autres. Vous refusez de vous vacciner, vous êtes sujet à disparition et porteur d'une arme destructrice contre vos proches, vous-même et contre vous-même et vos proches. Donc, le vaccin est l'unique solution. Je pense aussi. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il faut y croire, comme l'a dit mon ami, à nos experts. Personne n'est prêt à exterminer notre nation. Il y va de la responsabilité, de la conscience de soi, mais de la conscience vis-à-vis du bon Dieu, de la conscience vis-à-vis de l'humanité. Quand tout le monde, aujourd'hui en Belgique, ils ont commencé. Vous avez que c'était le cas de l'Angleterre. Vous avez en Chine, c'est des millions d'individus qui sont vaccinés. En Israël, en Afrique du Sud. C'est-à-dire que là, M. Sow, je crois que la réticence des Sénégalais, ou bien en tout cas certains Africains, c'est peut-être par rapport aux effets secondaires. Elle s'explique du fait de notre mentalité de résigner souvent. Nous avons été souvent victimes de la colonisation, victimes de l'impérialisme français, anglais, etc., américain. Nous sommes victimes d'une consommation extérieure. De telle sorte qu'il est difficile pour un Africain, pour un Sénégalais de surcroît, de se départir de cette mentalité, d'accepter la situation dans laquelle on se trouve, même si c'est une situation précoce. Certains vous diront par exemple, pourquoi pas un vaccin pour les Africains et par les Africains. C'est justement le grand débat. Pourquoi nous avons raté le rendez-vous de la recherche sur ces questions-là? C'est un grand débat aujourd'hui. Donc là, on nous propose un vaccin des Chinois. Bon, on a eu nos voisins malgaches. Ils avaient développé l'artésémia, oui. Alors les gens ont dit oui, etc. Mais ça soigne chez eux. Mais ça atténue, ça soulage. C'est une grande ratée aussi. Ici, le problème, vous avez vu, on a fermé la pharmacie, le laboratoire national qui faisait des médicaments. Pfizer, je crois, qui était à Djamagan. Dans un pays où la recherche n'est pas suffisamment soutenue, des problèmes comme ça se posent. Or, absolument. Les investissements dans la recherche sont très lourds. C'est pourquoi, en partie, c'est l'Organisation mondiale
de la santé qui supportent et des organisations philanthropiques comme des fondations que vous connaissez. Je ne veux pas faire de publicité ici de quelques fondations que ce soit, et des bonnes volontés en général qui sont intéressées à développer la recherche dans le domaine de pharmaceutique. Je termine. Oui, je termine juste pour dire que cette pandémie a l'avantage non seulement de nous discipliner, parce qu'il y avait un début de discipline qu'il faut encourager. Ouais, mais on l'a perdu. Qu'il faut encourager. Qu'il faut encourager. C'est pas trop tard pour bien faire. Et je pense que si la campagne est développée à ce niveau-là, nous pouvons renouer avec les bons réflexes. Seulement que cette résilience sanitaire nous indique que nous avons parfois raté les priorités dans le domaine du développement. Là où on pensait que c'était ça qui était prioritaire, souvent nous avons oublié que c'est dans la recherche fondamentale. C'est dans la recherche fondamentale, c'est le relèvement du plateau sanitaire et technique, et c'est le relèvement du capital humain. Là où le capital humain figure en bonne partie dans le plan Sénégal émergent. Non, là où moi, par rapport à la recherche scientifique au sens scientifique, on ne fera pas plus que les Chinois, les Américains, les Russes, parce que maintenant la recherche c'est les moyens. C'est très clair. Mais Dieu quand même nous a dotés d'une formidable pharmacopée nationale. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas saisi l'occasion de cette pandémie. Nous sommes au même niveau de méconnaissance que tout le monde. Les Malgaches, au moins, ils ont essayé quelque chose. Mais au Sénégal, il y en a qui, font des propositions et la pharmacopée, ils ne sont pas organisés. C'est ça que je dis. Parce que vous allez en Chine, moi j'ai été en Chine, vous étiez malade, je suis parti à la pharmacie à voir un médecin, il m'a prescrit donc le truc moderne, la scientifique, paracétamol, piqûre, etc. En bas, il t'a mis la pharmacopée, des plantes, de la poudre, des ceci, 2 cuillères, 3 cuillères, etc. Ils sont arrivés à ça. Le médecin chinois, si tu es malade, tu vas, il te donne une recette en médicaments modernes, comprimés, suppositoires et autres, mais en bas, il te donne les trucs à partir des plantes. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Avec cette pandémie-là, qui est là, moi je pense que avec vraiment tout l'arsenal que nous avons de guérisseurs, que nous voyons dans tous les plateaux de télévision. Chacun dit, oui, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Qu'est-ce qu'on a essayé? Moi, je n'ai pas dit faire, je n'ai même pas dit faire, mais j'ai dit essayer d'écouter au moins ces gens-là. Je te parlais tout à l'heure du professeur Colombe, qui était un éminent psychiatre, qui était à l'hôpital FAN, qui soignait les gens, soi-disant, qui avaient des problèmes de tête, pour ne pas dire des fous. Il dit, scientifiquement, je soignais des gens, je mettais tout ce que la science m'a donné et je n'arrivais pas à les guérir. Donc je me suis dit que ces gens-là, dans leur culture et dans leur tradition, il doit y avoir quelque chose qui peut faire quelque chose, pour me répéter. Mais il a associé les NDEP, il a associé les machins, et il a au moins essayé. Ça a donné évidemment quelques résultats, pas tous, ils ne sont pas tous guéris, mais au moins, non seulement ça a donné quand même quelques résultats, mais il a permis de valoriser une connaissance qui est quand même une connaissance ancestrale. Je dis, c'est dommage, devant une maladie où nous sommes au même niveau de méconnaissance. Même les Chinois chez qui la maladie s'est déclarée, ils ne sont pas plus avancés que nous. Est-ce que nous avons valorisé notre pharmacopée traditionnelle pour au moins essayer de donner une réponse, essayer d'organiser ce que nous avons, qui quand même, comme a dit un Toubab, si cette pharmacopée-là ne servait à rien, nos grands-parents, s'ils débarquaient en Afrique, ils n'avaient pas trouvé d'Africains à coloniser. Donc ça donne quand même au moins des résultats. Donc on organise ces gens. Donc c'est là où moi j'ai des problèmes avec cette gestion globale de la pandémie. Maintenant le vaccin, bon. Alors vous semblez dire que dans la gestion de la pandémie, on aurait dû intégrer les tradipraticiens. Mais moi j'ai pas vu, en tout cas. Mais est-ce que c'est pas aux praticiens aussi de se montrer pour dire que voilà, on les a tellement méprisés, tellement truqués, machin. C'est maintenant d'ailleurs qu'ils ont droit à la parole. Les télés leur donnent l'occasion de s'expliquer, etc. Mais sur la vaccination aussi, la vaccination par l'exemple. Bon, il y a quelqu'un là qui a dit, un communicateur traditionnel qui a dit que bon, là vraiment comme le président nous avait appris à nous laver les mains,
c'est l'occasion aussi qu'ils nous apprennent à nous vacciner. Voilà, rapidement, on va dire un dernier mot, M. Sow, sur le 46e président. Là, on est presque à la fin. Alors, Joe Biden. Alors, quels sont les défis qu'attendent ce 46e président? Bien, pas grand-chose. On a toujours l'habitude de dire les Africains, bon, quand les Africains s'attendent toujours à quelque chose de grand avec un nouveau président élu. Pas grand-chose. Si vous avez vu avec Trump qui nous a taxé de... Obama, alors quand Obama était là, on disait qu'il avait des ancêtres africains, donc il va faire quelque chose. Alors, avec Obama, avant d'ailleurs, Bill Clinton, et Bush Junior. On a eu une situation où c'était la course stratégique pour mettre la main sur le pétrole, sur nos richesses. C'est ça qui faisait expliquer d'abord, bien avant la stratégie, la politique américaine en direction de l'Afrique, ça a été une politique très violente. Patrice Lumumba, souvenez-vous. Les événements qui ont, avec Thomas Sankara, la CIA est impliquée. Si vous prenez Kadhafi, notre confrère Alfred Montesquieu de Paris Match a établi l'implication des Américains dans ce truc. Par ailleurs, il y a eu le Millennium Challenge Account qui a pour mission de réduire la pauvreté et en renforçant justement la bonne gouvernance. Mais toujours, on nous dit, voilà, bonne gouvernance, démocratie renforcée, mais qu'est-ce qui se passe chez eux avec ce qui s'est passé? Alors, monsieur Dieng, alors, on a vu que, j'ai vu beaucoup de reportages dans différentes chaînes de télévision, on a vu beaucoup d'Africains, en tout cas surtout des Sénégalais, même le reportage que j'ai suivi sur une télévision tout à l'heure, montrant des Sénégalais jubilés avec l'avènement de Joe Biden. Bon, jubilé, bon, vous savez, Sénégal, hein, on a toujours un camp. Même quand le Sénégal faisait la Coupe du Monde, j'ai vu des Sénégalais qui étaient pour la Corée et qui discutaient à tue-tête, oui, c'est normal, Corée, oui, vive Corée, c'est les Sénégalais, c'est comme ça, on a toujours un camp. Mais moi, ce que je retiens essentiellement des élections américaines, c'est que la nation américaine est une très grande nation. Parce que Trump a fait état d'un tel entêtement. Du jamais vu presque aux États-Unis. Jamais vu. S'il n'y avait pas un peuple debout, avec des institutions fortes, ce type-là, il allait faire 50 ans là-bas. Moi, la grande leçon que j'ai retenue de cela, c'est que la démocratie américaine est une très grande démocratie. On disait même que Trump était un Africain parce qu'il emprunte des méthodes africaines. Mais oui, il a implanté. On m'a volé. Il a fait. Donc voilà, il a envoyé ses gars. Il a envoyé ses gars occuper les symboles forts de l'Amérique. Pour s'imposer. Et c'est parce qu'ils ont eu une nation très forte, debout, un pays très organisé au plan démocratique. Et c'est encore une fois l'occasion de dire que le seul service qu'on peut rendre à ce pays, c'est de donner des institutions fortes. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un Bernard Trump. En Afrique, ce type-là, il serait en Afrique. Ce qui s'est passé en Afrique, on aurait compté des milliers de morts. Il serait en Gambie, ou au Togo, ou dans ces genres de pays-là, il allait faire 100 ans là-bas et en partant, il allait laisser son fils. Donc, moi, la grande leçon... Je termine, Maudit, tu es dans mon temps de parole. Oui, attends, laissez terminer. Oui, vous dites, oui. Voilà. Donc, la deuxième leçon, également, c'est cette volonté du nouveau président de tenir compte des minorités. Bon, parce qu'en mettant un Afro-Américain, en le choisissant comme colistaire pour être vice-président des États-Unis, c'est quand même un fait d'histoire quand même qui doit frapper. En tout cas, moi, en tant qu'Africain, j'en suis très fier. Par rapport à la symbolique d'abord, parce que l'enfant du Michigan, noir du Michigan, confronté au racisme, qui voit qu'il y a un noir et quand même arrivé à ce niveau de responsabilité au niveau de l'État, ça quand même donne un peu de baume dans le cœur et ça donne du courage. Ça fait aussi qu'il croit à ce fameux rêve américain dont il parle. Et je me rends compte que le rêve américain est une réalité. Voilà, quand Trump quitte en disant promettant de revenir par A ou B, vous comprenez quelque chose? Je ne comprends absolument rien et c'est dire simplement que
Il y a un moment où nous avons rêvé avec les Américains, qui ont considéré qu'ils étaient le centre du monde. Aujourd'hui, les choses changent. L'Afrique connaît la démocratie, se renforce tous les jours. Nos institutions sont renforcées. Il faut simplement que nous les hommes politiques, nous acceptions l'alternance quand il le faut et que nous respections les règles démocratiques, les règles d'hygiène démocratique dans nos pays. Espérons que les Africains ne vont pas suivre la leçon. Trump les a servis avant de quitter jamais. la Maison Blanche. Alors, Actu en 7, c'est fini pour aujourd'hui. Merci donc à mes invités. Je rappelle que j'avais le plaisir de recevoir M. Pape Modisso, il est journaliste consultant avec lui sur plateau. Merci aussi à M. Mamadou Dieng, le président de Elexibir. Merci à l'équipe technique. Elexibir, demain l'espoir. Demain l'espoir. Merci à l'équipe technique. Mais moi, si je suis Sidibé, Serine Keita, Mbalo Ndao, et merci aussi à Salzal Bey. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci. Merci de nous recevoir sur Walf TV dans ce numéro de Cercle des Arts. Je suis au ministère de la Culture et de la Communication, voir monsieur le ministre, monsieur Abdoulaye Diop. Le monde a été secoué depuis mars 2019 par ce qu'on appelle Covid-19. Et cette situation, c'est une situation généralisée. C'est au niveau de tous les pays. La première des choses qui a été faite, c'est envoyer un courrier à l'ensemble de ces sous-secteurs pour nous dire c'est qui votre président, c'est qui votre vice-président. Tous nous ont répondu en disant dans le sous-secteur de la communication traditionnelle, le président c'est Tonton Baye, son vice-président c'est telle personne. Ils nous ont écrit. Ensuite, on leur dit, dans l'organisation qu'on va mettre sur place, on va coopter par sous-secteur le président qui va faire partie du commission d'orientation. Quand on gère un pays, on perd un pays dans son ensemble. Quand on annule tous les événements culturels, madame, je suis d'accord, je suis solidaire, mais c'est la spécificité du métier. On ne peut pas aujourd'hui, dans cette période de pandémie, c'est ce qui sont le plus vite chez les gens de la santé qu'il faut féliciter et les remercier. Parce que c'est par rapport à leur contexte, à la spécificité de leur métier. Le président Macky Sall a signé récemment le décret d'application du Code de la presse. Absolument. Voilà. C'est une réelle volonté politique, c'est une très grande avancée dans le cadre de la presse. Donc on a toujours voulu ça, mais il y a toujours eu d'entraves pour l'applicabilité. Mais je crois que tout attendait le président Macky Sall, vu sa volonté et sa parole donnée. Et je crois qu'aujourd'hui,